Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la semaine. Alors, depuis quelques mois, j'allais dire, vous voyez dans vos émissions, notamment Kalawadala et l'invité de la semaine aujourd'hui, vous avez vu aussi sur la place publique, une personne, un technicien comme dirait l'autre, un personnage qui vient nous parler de l'Europe. Et puis, on a gratté un peu, on a essayé de le localiser, on l'a retrouvé dans la commune de Akwa, en train de travailler en tant que directeur général des services. Vous aurez compris que je suis en train de vous parler de Soula Saïd Soufou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai caricaturé, je suis allé très vite, mais j'aurais aimé quand même rappeler quelques étapes de votre vie. Diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, diplômé de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. Vous êtes ancien directeur des affaires européennes au Conseil général de Mayotte et puis ancien attaché parlementaire. Aujourd'hui donc, vous êtes DGS à Akwa. Alors une question, vous vous sentez à votre place à Akwa, à la mairie de Akwa? Parfaitement. Par les temps qui courent, je ne pouvais pas être à meilleur endroit. La commune d'Akwa, comme le nord, en particulier le nord de Mayotte, a souffert pendant longtemps d'isolement, parfois même de délaissement. On parle des zones urbaines, parfois de Bouini, de Sada, des Mbéni maintenant, mais très peu de sujets, de préoccupations pour cette partie de notre territoire qui a pourtant rien en termes de paysage et d'atouts à envier au reste du territoire. J'ai donc fait le choix, et après avoir eu la confiance du maire de la collectivité, de rejoindre ce service, avec l'objectif partagé et l'ambition commune de faire de cette collectivité, et avec le concours de mes homologues de la région, DGS, des communes voisines, de faire plus largement du Nord une zone où il fait bon vivre. On doit se sentir dans le Nord, à Akwa en particulier, à Mtsangalwa, le deuxième village de la commune, on doit se sentir bien et comme partout à Mayotte. Le défi qu'on s'est fixé avec la municipalité pendant ce mandat, c'est de faire en sorte de faire revenir la vie et la vitalité dans cette localité qui a été dévitalisée pendant longtemps. Ça veut dire quoi ? Très simplement, oui. Redonner à la jeunesse, à travers la rénovation des équipements sportifs que nous faisons. Vous savez, nous avons obtenu des financements nécessaires du département, de l'État, du Centre national du développement du sport, du Fonds exceptionnel d'investissement, pour un budget d'environ 3 millions d'euros pour bâtir dans notre commune un gymnase. Voilà une ambition. Dans la perspective des Jeux des îles que le président du département souhaite accueillir, voilà un équipement au nord, à Akwa, qui était oublié, qui revit, un équipement qu'on peut verser dans le pot commun des infrastructures qui vont être utilisées pour cette ambition départementale des Jeux des îles. La preuve, avec d'autres équipements qu'on peut évoquer, que nous pouvons partout ailleurs sur le territoire de Mayotte faire des choses avec simplement un peu de conviction et de détermination. Alors justement, quel est le rôle d'un DGS? Parce que vous entendez parler, vous êtes une espèce de chef d'orchestre. Quelle est votre place parmi les conseillers municipaux, je parle, ou parmi les conseillers territoriaux ou les conseillers? Quelle est votre place? Le directeur général des services, comme son nom l'indique, dirige l'ensemble des services administratifs. La particularité que nous avons dans les petites communes, c'est que souvent nous n'avons pas de directeur de cabinet. Et donc le DGS est amené dans ces petites communes à faire plus de choses qu'un directeur, dirions-nous, d'une grande ville fait. C'est-à-dire gérer au quotidien les services, les urgences. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire qu'un DGS d'une petite commune, c'est un pompier. On fait tout.
Moi, je sais quand j'arrive le matin, mais je ne sais jamais à quelle heure je vais quitter mon bureau. Je peux avoir un agenda planifié au millimètre près. En arrivant, il peut être complètement chamboulé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des infrastructures qui dysfonctionnent, des troubles à l'ordre public, des insuffisances ici, des insuffisances là. Nous faisons ça, c'est le premier du quotidien d'un directeur général des services, s'assurer que la commune fonctionne bien, que les services, comme vous le disiez tout à l'heure, fonctionnent en harmonie et qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, qui est non moins important, est celui d'être conseiller des élus et conseiller du maire. Le DGS, comme on l'appelle plus couramment, agit immédiatement sous l'autorité du maire et sous le contrôle du maire. Donc nous mettons en œuvre les décisions du conseil municipal que nous préparons au niveau technique. Le maire les soumet à son conseil municipal et une fois validés, nous les mettons en œuvre. Ça, c'est la deuxième phase. Une autre phase qui est tout aussi importante, c'est d'être le lien entre la collectivité, la commune d'Aqua, et les autres administrations, nos autres partenaires, l'État, le département et l'ensemble des structures qui sont amenées à participer à l'amélioration de la vie quotidienne de la commune. Un DGS est un tout ou un rien. On ne peut pas faire une partie de ce travail et oublier une autre partie. Il faut faire tout ça pour être sûr que la machine fonctionne bien, que les services répondent, que la relation avec les élus soit assurée au quotidien, puisque les élus assurent une présence et des permanences en mairie. Donc il faut être capable de leur fournir de la matière pour qu'ils soient en capacité de répondre aux aspirations et aux questionnements des administrés. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe dans les communes? On oublie que les élus ne sont pas des employés de la mairie. Ah oui, ça, au quotidien... C'est la pratique, ce n'est même pas qu'on l'oublie. On voit ce qui se passe, c'est qu'on va lui demander même de venir organiser un mariage local. Oui. Voilà ce qui se passe. Mais c'est parce que nous méconnaissons les rouages de notre administration. Et moi, je milite pour que nous puissions vulgariser la chose publique, le fonctionnement de nos administrations. Monsieur Soula Saïd Soufou, vous avez fait, j'allais dire, une démarche inverse par rapport à certains. L'Europe, le département, la commune, vous êtes presque en train de me parler de la vie du quartier. Et dans la formation, dans vos formations, qu'est-ce qui vous sert dans cette vie locale? Vous avez fait l'Europe ici à Mayotte, vous avez aussi été attaché parlementaire, vous avez fréquenté ces grandes écoles, centres d'études diplomatiques et stratégiques. Comment vous servez de cet acquis-là dans notre petite vie locale? C'est extrêmement utile de connaître à travers ces expériences comment fonctionne notre République. On va prendre un exemple tout simple pour que les Mahorais qui nous regardent comprennent. Nous avons à Aqua un projet qui est en chantier, un projet de construction d'un marché couvert, un marché agricole, que nous faisons en collaboration avec notre groupement de vulgarisation agricole. Figurez-vous que c'est un projet partagé où il faut être diplomate. Vous avez un groupement qui a ses intérêts. Ça veut dire quoi, diplomate? Parce que vulgairement, diplomate, c'est celui qui arrive à vivre à peu près avec tout le monde sans trop faire de vagues. C'est pas tout à fait ça. Oui, c'est pas tout à fait oui, ça. Ça peut être ça. Vulgaire. Voilà, tout à fait. Non, mais je veux dire par là que nous avons un corps de métier qui a ses intérêts. Et souvent, dans notre territoire, nous avons beaucoup trop de méfiance entre les acteurs, et notamment entre les acteurs du secteur privé et les élus. Donc le rôle d'un directeur général des services, dans ces conditions, c'est de faire en sorte d'établir des équilibres et de maintenir le dialogue. Parce que de quoi s'agit-il? Nous avons des projets longs et il ne faut pas qu'il y ait de dysfonctionnement dans leur mise en œuvre. Ça, c'est la première chose. Parler de diplomatie, ça aide, parce que les choses peuvent être parfois tendues, mais nous avons le bonheur d'avoir à Aqua un climat d'un grand apaisement. La deuxième chose, vous parliez d'Europe, de compétences en matière européenne. Les projets, il faut les financer.
Et nous avons pu obtenir, via ces compétences et d'autres, avec le concours d'autres, des financements européens. Sur un projet d'environ 300 000 €, nous avons plus de la moitié qui nous vient des financements européens, notamment le FEADER. Si nous n'avions pas la connaissance de ces mécanismes, nous ne pourrions pas naviguer dans cette mer trouble que sont les affaires européennes. Donc ça sert aussi. Ah oui. Alors je ne vais pas vous laisser aller loin, parce que vous êtes en train de nous démontrer qu'il faut de la compétence, une ingénierie, une maîtrise de la chose européenne. Et le discours que nous avons quand nous parlons de l'Europe, on nous dit souvent, il y a de l'argent là, mais on ne sait pas comment l'utiliser, comment aller le chercher, et parce que nous n'avons pas les compétences. Vous êtes en train de nous dire, de nous démontrer que vous avez pu les avoir. Pourquoi on ne les a pas ailleurs, au niveau du département? Nous les avons difficilement. On reproche au département d'avoir cédé, je ne sais quoi, à la préfecture, à la gestion des fonds de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est une question difficile et effectivement, nous gagnerions à en parler plus souvent. L'argent de l'Europe, ce ne sont pas des subventions comme les subventions qu'accorde le département ou certains services de l'État. Souvent, pour schématiser, on vous dit qu'on vous accorde une subvention, mais en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer l'argent. Ça, on l'oublie souvent. Et quand vous avez des collectivités comme les nôtres, qui sont fragiles financièrement et qui ne peuvent pas avancer l'argent, il faut effectivement avoir une vision et de la compétence pour faire. Ça, ce genre de choses, nous ne le disons pas souvent. Et l'essentiel de la classe politique, des acteurs économiques, des Mahorais au sens large, s'imagine qu'il y a un guichet où on présente une lettre et on vous donne des subventions. Naturellement, non. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour être tout à fait complet et qu'on voit comment on a fait, par exemple, sur ce projet de marché? Nous avons monté notre dossier, nous l'avons partagé avec les services de l'État, les services instructeurs à la DAF de Mayotte. C'est un travail fastidieux, mais nécessaire. C'est ça qui rebute les gens. Dès que les choses commencent à devenir un peu compliquées, on abandonne. Mais l'argent de l'Europe se mérite. Et là, nous avons des services qui peuvent nous accompagner. Il faut aller demander le conseil, il faut aller demander la technique, parce qu'on ne peut pas tous avoir eu la chance que j'ai eue d'avoir été en charge des questions européennes au département. Mais ce que je veux dire par là, pour ne pas perdre nos amis, c'est qu'il faut qu'on puisse chacun, ceux qui ont des sujets à porter pour financement, se rapprocher du département, qui a une direction des affaires européennes, des services de la préfecture, qui ont une cellule qui est chargée de cela, pour que nous puissions, en amont du dépôt des dossiers, avoir les procédures, parce que souvent l'Europe c'est comme ça et pas comme ça. Et ça, nous devons apprendre à entrer dans ce moule. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui? C'est ce qui nous manque, ce n'est pas parce qu'on manque d'ingénierie, comme je l'entends souvent. On doit apprendre à entrer dans le moule républicain pour ce qui concerne le fonctionnement de nos institutions et le moule européen pour ce qui concerne le financement de nos projets, qu'ils soient privés ou publics. Nous pouvons y arriver. Vous parliez tout à l'heure de cession de l'autorité de gestion, c'est le mot technique qui est consacré, cession de l'autorité de gestion du département au préfet de Mayotte, qu'il avait déjà exercé avant la décentralisation de 2004. Est-ce que c'est une aberration? D'une certaine manière, parce que ce n'était pas le sens de l'histoire. La dernière loi de décentralisation, qui avait été portée, si ma mémoire est bonne, par Marie-Lise Lebranchu, cédait l'autorité de gestion, en tout cas d'une certaine partie des financements européens, aux régions. Ici, la région, c'est le département de Mayotte. Donc, le sens de l'histoire aurait été que le département puisse rester en charge de ces financements, puisqu'on l'avait repris en 2004. Moi, ce que je dis, c'est que le département est parfaitement en capacité d'assurer la gestion des fonds européens. Il y a les compétences, il y a les projets. Nous avons des compétences et nous avons des projets. Ce qui nous manque d'une façon globale sur ce territoire, je le répète, ce n'est pas de compétences au sens premier,
c'est du sens de l'autorité, pas de l'autorité, de l'organisation. Il faut aussi un peu d'autorité, mais un sens de l'organisation, cela nous manque, et le respect de la stabilité de nos services. Nous avons un péché mignon ici qui consiste à chambouler tous les services techniques à chaque fois qu'il y a un nouveau président qui arrive au département. Ça, je le dis dans le livre qui est devant moi, il sera bientôt diffusé, il est en rayon. Nous devons arrêter sur ce territoire de déstabiliser constamment les services techniques. On peut changer les membres. Oui, on se souvient que parmi les programmes de certains élus du département, c'était réorganiser les services. Dans beaucoup de communes, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, réorganiser les services. Et nous, qui sommes de l'extérieur, on se dit, donc ça n'allait pas, c'est normal qu'on réorganise. C'est normal. Il faut, au fil de l'eau, ajuster l'organisation pour qu'elle soit performante. Mais la réorganisation ne doit pas rimer avec le chamboulement. C'est la question de différencier la vitesse et la précipitation. Nous confondons tout cela. Nous avons eu l'occasion, quand j'étais aux Affaires européennes, d'échanger avec nos homologues réunionnais. Je peux vous assurer que ça, ils l'ont compris. Ne confondons pas réorganisation et chamboulement. La vie d'un projet est très longue. Une moyenne de 3 années, parfois 6 ans. C'est le temps d'un mandat. Si à chaque fois, après une réélection, l'installation d'une nouvelle majorité, dans quelque collectivité que ce soit, on balaye d'un revers de main les services, il ne faut pas s'étonner que les choses n'avancent pas. Parce que le temps pour un technicien de se mettre dans la peau d'un chef de service chargé d'un dossier technique particulier, ça prend du temps. S'il arrive à s'approprier son sujet, son projet, on est déjà à 3 ans souvent. Et à 3 ans, si on doit commencer la mise en œuvre du projet et qu'il y a des chamboulements, nous avons beaucoup de choses qui n'ont pas de continuité. Ça, nous devons nous le dire ensemble. Après les combats institutionnels que nous avons menés, nous devons maintenant passer à une autre étape, celle de la stabilisation de nos administrations, parce que pour investir, nous avons besoin de quoi? De 2 éléments majeurs. Le premier, c'est la confiance en ce territoire et la stabilité. Vous parlez d'investisseurs extérieurs qui veulent venir ici à Mayotte, c'est cela? Tout à fait. Alors, justement, puisque vous avez fait donc l'école de la diplomatie, à Mayotte, nous sommes forcément, quelque part, à un moment donné, en train de parler de diplomatie. Et quand on parle de diplomatie, on se retourne plutôt vers l'Union des Comores. Nous avons entendu le président de la République, lors de grands débats nationaux, mais un peu avant aussi, parler de co-développement, d'intégration régionale, de coopération régionale, etc. Et au niveau de Mayotte, on a comme l'impression de dire « dites-nous tout sauf ça ». Est-ce que c'est possible? La région de l'océan Indien ne se résume pas à notre environnement immédiat que sont les Comores. Nous avons la chance d'avoir sur notre territoire des villages qui parlent malgache. De par mes modestes connaissances, il n'y a pas d'autre lieu en dehors de Madagascar où on parle malgache. Et on dit que Madagascar est le grenier de notre région. C'est une chance inouïe. Nous avons sur la côte est africaine des populations, des pays entiers qui parlent le swahili. On peut arriver à nous comprendre, bon an, mal an, avec le mahorais qui est apparenté à cette famille linguistique. C'est une chance inouïe. Nous avons, en termes de population, des ethnies, si on peut emprunter le mot, qui sont présentes à Mayotte et qui sont présentes également là-bas. Nous avons tout, absolument tout, pour rayonner dans cette région. Nous n'avons pas le droit d'enfermer le développement économique de Mayotte, sa capacité de s'ouvrir sur un seul pays. C'est important d'établir, dans le respect de la souveraineté
mutuelle de chacun, d'établir des relations de confiance, d'amitié, des relations économiques, mais on ne saurait, en toute responsabilité, résumer la question de Mayotte dans la région sur la seule question du différend ou de la coopération que nous devons établir avec notre région. Mayotte est riche, vous le savez. Mayotte est riche de beaucoup de compétences. Nous avons à l'international ce qu'on dit qu'il nous manque, de l'ingénierie. Des jeunes Mahorais qui sont docteurs dans des domaines les plus variés, des jeunes Mahorais qui sont ingénieurs, qui travaillent dans des filiales ou dans des groupes internationaux, sont à l'international. Les jeunes Mahorais sont à Dubaï, les jeunes Mahorais sont aux États-Unis, ils sont au Canada, ils sont maintenant au Japon. Moi, j'en ai même rencontré en Espagne, dans mon périple mondial. Donc, les jeunes Mahorais, ils sont là. Ce que je redis et que je dirai toujours, nous avons besoin de confiance dans ce territoire. Confiance en nous, ou bien que les autres aient confiance en nous? Nous devons d'abord nous-mêmes nous faire confiance entre nous. Chacun, élu, technicien, population, nous devons arriver enfin sur ce territoire. Après les combats institutionnels, il y a quelques petites choses à régler ici et là. Le statut d'un territoire d'outre-mer n'est jamais stable en réalité. Il faut toujours, parce que la Constitution le permet, au fil de l'eau, voir comment on peut ajuster ici et là pour que le droit commun et les politiques qui s'appliquent chez nous respectent l'évolution de notre société. Mais nous devons absolument et avant tout retrouver de la stabilité dans notre organisation, retrouver la confiance, repenser notre modèle de développement, parce que dans ce pays, nous confondons beaucoup trop souvent aménagement du territoire et développement économique. Ce n'est pas... On se dit que c'est la façade, que si nous réalisons certaines infrastructures, on se dira que voilà, Mayotte est développée. Oui, mais l'aménagement du territoire n'est pas le développement. Ce que nous faisons ici, c'est de l'enveloppement, c'est-à-dire c'est que nous nous enfermons dans un modèle de développement qui n'est pas respectueux de nos traditions. Moi, je donne souvent un exemple. Je viens de Sada, vous le savez, et à Sada, on aime beaucoup les mazars. Et avant, j'observais qu'on avait tous des cours intérieurs. Maintenant, parce qu'il faut avoir les chambres qui vont bien, la grande terrasse qui va bien, et le grand salon est venu grignoter jusqu'au dernier millimètre la cour intérieure. Et quand on fait les mazars à Sada, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pas seulement qu'à Sada, on barre la route. Hein. Oui, je parle de chez moi pour me fâcher avec personne. Oui, mais et donc on en vient à barrer la route, à faire la cuisine sur le bord de la route. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas notre développement. On veut copier des modèles qui ne correspondent pas à nos réalités. Il faut prendre ailleurs ce qui est bien, parce que dans le modèle parisien, par exemple, à gratte-ciel qui n'en finissent pas, avec des métros qui roulent partout, il y a des bonnes choses à apprendre. Mais nous devons nous dire que nos amis qui sont ailleurs ont eu le temps de vivre ce modèle et de voir également ses travers. Si on en vient aujourd'hui à parler de développement durable, à imaginer ce genre de choses, c'est qu'on s'aperçoit que ce modèle est bien, mais il faut aussi l'adapter parce qu'il est porteur d'un certain nombre de déséquilibres que nous ne devons pas copier ici au moment même où ailleurs on essaie de gommer et de rattraper tout ça. C'est parti très vite. Il nous reste 1 minute. Je vais vous demander, je posais une petite question. Vous avez, dans votre périple, vous êtes encore très jeune, mais vécu avec beaucoup de politiciens, aux côtés de beaucoup de politiciens. Vous n'avez jamais eu envie de faire de la politique telle qu'on l'entend tous les jours? Moi, je suis un grand serviteur de l'État, de la collectivité. Nous avons compris. De la collectivité. Maintenant, je n'ai jamais été animé de désir d'être élu. Pourquoi? Parce que j'ai toujours voulu rester serein dans ce que je faisais jusqu'à maintenant, être au service de Mayotte, être au service des gens qui me faisaient confiance. J'ai parcouru l'ensemble de notre administration et d'un certain nombre de services. Ce que j'ai voulu faire jusqu'à maintenant, c'est être utile.
Et dans les années qui viennent, je continuerai à être utile. S'il faut que je le sois autrement, je le serai, mais je serai toujours animé de cette même ambition d'être utile à Mayotte. J'ai compris que vous ne fermez pas la porte à la politique. Pourquoi un certain nombre de personnes seraient toujours les plus indiquées pour occuper la fonction élective? Monsieur Soula-Setsou, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question, je la laisse au Maoré. En tout cas, merci beaucoup d'être venu vous confier au Maoré. Merci. Naronane.